Bonjour François Jaccaria. Bonjour Barbara. Comment ça va? Bien, content d'être là. Merci en tout cas d'être là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis François Jaccaria, j'ai 53 ans, je suis moniteur de plongée, formateur de cadre, maintenant aux Anses d'Arlet à Grand'Anse. Moniteur de plongée. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi cette voie? Est-ce que c'était évident? Est-ce que tu avais le choix? Oui, je crois qu'on a toujours le choix. En fait, on est sur une île, donc forcément, on a de l'eau jamais bien loin de là où on se trouve. Et je me suis dit que c'était un moyen intéressant donc de me développer, de gagner ma vie et de découvrir d'autres choses, de rencontrer du monde, chose que j'aime bien faire. Donc, lorsque j'ai eu cette opportunité de devenir moniteur de plongée, ben, je l'ai saisie de suite. Ben, tu enseignes en fait. Maintenant, j'enseigne à la plongée, bien sûr, c'est-à-dire que je transfère ma passion, j'essaie donc de transférer ma passion aux gens qui viennent me voir. Et après un certain temps, j'ai essayé donc d'évoluer. Maintenant, je suis formateur de cadre, donc je forme des moniteurs, je forme des gens à devenir moniteurs de plongée. Et tu es le seul Martiniquais à faire ça ici? Non. Maintenant, il y a quelques Martiniquais, il y en a très peu, mais là, ayant le brevet d'État deuxième degré, je suis le seul, oui. Avec ce niveau-là, c'est ce que je voulais Voilà, dire. c'est ça. Voilà. C'est quoi la différence du coup? Qu'est-ce qui crée la spécificité de ta spécialité? C'est qu'en fait, là, moi, je suis brevet d'État, donc c'est un Diplôme? diplôme d'État, donc avec lequel je peux être rémunéré. Et il y a des diplômes fédéraux, D'accord. donc et à ce moment-là, on peut avoir les mêmes prérogatives, mais c'est donc du bénévolat. Tu es donc moniteur hyperbar scaphandrier. Alors, Hyperbar, oui. Est-ce que tu peux définir tous ces mots un peu barbares oui. pour moi, s'il te plaît? Alors, l'hyperbarie, en fait, c'est hyper-bar. C'est des bars, encore plus de bars. Donc, la pression atmosphérique, on le sait, c'est un bar. Et donc, lorsqu'on descend plus profond, lorsqu'on va sous l'eau, la pression augmente. La pression, c'est le poids de la colonne d'air qu'on a au-dessus de la tête. Et lorsqu'on est sous l'eau, le poids de la colonne d'eau. Donc, quand on ajoute les deux, ce qu'on appelle la pression absolue, la pression des deux, on sent la pression simplement. Donc, ça veut dire qu'on travaille sous pression. Donc, Voilà. il faut être préparé à ça. Il faut être préparé. Pourquoi il faut être préparé. Donc, tu formes les gens à descendre, à être préparés précisément à descendre sous l'eau et à descendre de plus en plus bas, j'imagine. Bien sûr, parce que les conditions changent lorsqu'on est sous pression. Ce n'est rien de grave, ce sont des techniques à connaître. C'est aussi facile pour les hommes que pour les femmes, ce n'est pas quelque chose de physique. Par contre, il y a des techniques à connaître. Quoi que vous vouliez faire, il y a des techniques qu'il faut comprendre et à partir de ce moment-là, mais ça devient facile. Donc, lorsqu'on est en hyperbarie, on a d'autres avantages. Lorsqu'on est dans l'eau, par exemple, on peut monter, descendre, aller à droite et à gauche. Ceux qui disent qu'ils sont claustrophobes, sous l'eau, c'est le contraire. Là, on est vraiment libre, on peut aller dans les 3 dimensions. En revanche, la pression fait que les gaz respirés ont des actions différentes en surface que sous l'eau. Voilà. Tu es aussi moniteur d'apnée aussi, de plongée en apnée. Je suis moniteur d'apnée. Comme tous, j'ai commencé en fait la plongée par de l'apnée. J'allais en vacances à Sainte-Luce. J'aimais bien à des airs plonger. Je plongeais, j'étais tout petit, je plongeais dans 2 mètres d'eau. Et je me souviens d'un moment où je me suis retrouvé face à un barracuda. J'avais acheté un fusil tout neuf et j'étais face à un barracuda énorme. Là, je me suis dit, oups. Alors j'ai fait marche arrière et quand on fait marche arrière, le barracuda il avance. Alors j'ai fait marche avant, il a reculé. J'ai fait marche arrière, il a reculé, il a avancé. Et là je me suis dit, mais comment je fais pour respirer? Alors j'ai respiré rapidement et quand je suis revenu, il n'y avait plus de barracuda. Voilà. C'est l'expérience que j'ai retenue. Et en fait, c'est pas si dangereux que ça. En fait, on se fait peur, oui. Mais en fait, mais pourquoi on a peur d'ailleurs? Pourquoi on a peur de la mer? Pourquoi on a peur? Par rapport aux représentations que l'on se fait de la mer. Souvent, on pense à quoi? On pense aux dents de la mer. Voilà, pour certaines générations. Voilà, donc, et puis, on aime bien se faire peur de toute façon dans les films qui font peur. Moi aussi, j'aimais ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, je regarde les infos, j'ai déjà assez peur. Donc voilà, c'est les représentations qu'on en a. On a peur des profondeurs. C'est sombre aussi, c'est peut-être de ça, non? C'est l'idée qu'on se fait. Alors, le pendant des dents de la mer, c'est le grand bleu, si on reste dans les films. Voilà, mais il y a des excès dans les deux sens. Alors, est-ce qu'il fait sombre? Pas du tout. Pas du tout. Surtout ici en Martinique, on a une eau très claire. Et à 40 mètres, on voit très bien. À 60 mètres, on voit très bien sous l'eau. On voit vraiment très bien. On a une eau très claire et en fait, c'est très agréable. Toi, en apnée, tu descends jusqu'à combien? Alors, ça dépend des compétences de chaque... Non, toi. Moi, je suis descendu jusqu'à 40 mètres. Voilà. Oh, sans bouteille?
Voilà, ben, j'ai eu la chance de rencontrer des champions comme Patrick Musimu, qui a été le premier homme à descendre au-dessous des 200 mètres en apnée, ce qu'on appelle no limit. Oui. Donc il descend avec une gueuse, il remonte avec un ballon. J'ai rencontré aussi, lui, depuis, c'était un Belge. Un champion, peu importe. Oui. Voilà, Oui. mais des gens qui t'ont aidé finalement à repousser tes propres limites, c'est ça? Oui, après j'ai rencontré Umberto Pellizzari aussi, avec qui j'ai plongé, qui est devenu un ami. Donc forcément ça donne envie et puis on se dit est-ce que je vais y arriver avec des grands frères, j'ai envie de dire, on arrive plus facilement. Tu disais que, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, il y a beaucoup de lumière. À 40 mètres, il y a encore de la lumière, beaucoup de lumière chez nous. Qu'est-ce qu'on y trouve aussi? Moi, une fois, j'avais rencontré Umberto Pellizzari qui disait que parfois, il voudrait rester au fond. Qu'est-ce qu'on trouve au fond de l'eau ou dans ces profondeurs qu'on ne trouve pas ailleurs et qui ferait qu'on aimerait rester là? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on trouve au fond de l'eau? Alors, je pourrais vous répondre des baleines, des gros poissons, etc. Mais j'ai envie de vous répondre, en fait, on se retrouve. C'est ça qui est intéressant en apnée, c'est en fait une espèce d'introspection. Et on entre en soi, et là, on entend son rythme cardiaque, on commence à réfléchir à soi-même. Surtout aujourd'hui où on va très vite, les informations vont très vite, et il faut toujours faire quelque chose, on a toujours quelque chose à faire. Et là, on est là, et on va juste s'occuper, même pas de respirer, parce qu'on ne respire pas, juste de se détendre en fait. Et là, on va sentir les effets de la pression qui vont en fait nous détendre. Et lorsqu'on descend avec la pression, on a entre guillemets, pour aller plus vite, une augmentation d'oxygène. En fait, c'est la pression partielle d'oxygène qui augmente, et donc on se sent de mieux en mieux. Et là, c'est une sensation d'euphorie, en fait, que l'on recherche et qui est vraiment très bien. Alors, que tu plonges en apnée ou que tu plonges donc, avec les scaphandriers ou avec les bouteilles, hein, et les scaphandriers, en fait, ceux que tu formes, tu es quand même un bon observateur des fonds sous-marins, notamment des fonds sous-marins martiniquais, puisque tu plonges aux Anses-Arlées, mais tu connais tous nos fonds sous-marins, Saint-Pierre, Oui. la côte nord Caraïbes, peut-être Sainte-Luce, etc., non? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois, alors, de nos fonds sous-marins? Dans quel état sont-ils et qu'est-ce que tu as à en dire? Ils ont évolué, pas forcément dans le bon sens, et ils ont besoin qu'on les protège. C'est souvent ce qu'on dit, mais j'ai envie de dire d'aller un peu plus loin, et en fait, nous avons besoin qu'ils nous protègent, ces fonds marins. Et pour ça, il faut qu'on arrête donc, de les abîmer, il faut qu'on arrête donc, de les spolier, et il faut leur permettre de vivre, et c'est eux qui nous permettront de vivre. Ils sont beaucoup plus vieux que nous, en fait, nos fonds marins. Et donc, à l'heure actuelle, tout ce qu'on y déverse les abîme. Donc, tout ce que la nature nous rendait, dont on ne se rend pas compte, si on respire, ce n'est pas par hasard, en fait. Il y a d'autres planètes sur lesquelles on ne respire pas, et on ne se rend pas compte de ça, en fait. C'est grâce aux océans, par exemple. C'est les herbiers, c'est tous les animaux. Il n'y a ce qu'on appelle l'écosystème, aucun animal qui soit inutile. Même tous ceux qu'on veut détruire, il n'y en a aucun qui soit inutile. Il y a une chaîne, et en fait, si on coupe un maillon de la chaîne, c'est là qu'on se dit « Ah, ben maintenant, c'est mieux comme ça ». Et 10 ans après, on se dit « Oui, il manque quelque chose ». On a fait une erreur, ça fait 10 ans. Et 10 ans après, il faut être capable de la réparer. Et réparer, ça n'a jamais été aussi bien que le neuf. Donc, il vaut mieux ne pas abîmer que de chercher à réparer. Qu'est-ce qui abîme le plus aujourd'hui les fonds marins, de ton expérience, d'après ton expérience? Nos usages, c'est-à-dire ce qu'on y déverse, ça c'est plutôt Donc, chimique. ce qu'on fait sur Terre, c'est-à-dire que nos consommations, Nos le fait qu'on consommations. n'assainisse pas bien, par exemple, et Pardon? qu'on n'assainisse pas, qu'on ait des problèmes d'assainissement sur Terre, et donc les eaux mal assainies, mal filtrées vont dans le fond marin. Bien sûr. On a des vigies, j'ai envie de dire, qui par exemple sont les tortues. Quand on étudie les tortues, on voit qu'il y a un animal préhistorique, on voit que les tortues ont des verrues, qu'elles ont des soucis qu'elles n'avaient pas. C'est dû à la qualité des eaux, donc à la qualité donc, de l'épuration des eaux. Il y a les batteries, il y a tout ça, c'est toute la partie chimique qu'on peut mettre, dont on ne se rend pas compte. Les lessives, quand les gens se baignent à la mer, après, quand ils se douchent, ils se rincent avec du gel douche, etc. C'est pas très bon pour les coraux. On a aussi les crèmes solaires. Les crèmes solaires, les coraux, ils n'aiment pas, en fait. Ils aiment bien le soleil. Donc, la crème solaire ne le réussit pas. Donc, maintenant, il y a des laboratoires qui créent des crèmes solaires écologiques. Voilà. Après, il y a la partie mécanique. La partie mécanique, là, c'est vraiment ce que nous faisons. Là, il y a les ancres de bateaux, dont on parle pas mal ces temps-ci. On parle beaucoup des plaisanciers.
et de la pression qu'ils font peser effectivement sur nos fonds. C'est ça qui est important. La pression. Le plaisancier ne pose pas de problème. C'est toujours l'excès en tout nuit, comme me disait mon papa. Donc voilà, le fait qu'il y ait des plaisanciers, c'est tant mieux. C'est une manne touristique, c'est économique, c'est très bien. Maintenant, le fait d'avoir une concentration dans un même lieu, ça peut créer des problèmes. Mais il y a des solutions, mais il faut y penser. Il ne faut pas que ça se fasse comme ça, il faut qu'il y ait des aménagements. Si on regarde la partie terrestre, si on fait un sentier, j'allais dire sous-marin, sentier de randonnée, ben, il y a des sentiers de randonnée. On ne dit pas aux gens, allez-y, baladez-vous. Donc il y a une partie qu'on sacrifie, entre guillemets, pour que tout le monde passe. On va piétiner, on va un petit peu abîmer, mais on pourra apprécier la nature en disant aux gens qu'il ne faut pas prendre ce qu'il y a à droite et à gauche. Et au bout d'un certain temps, on va juste déplacer le sentier pour que celui-là puisse revivre. Donc, il y a un aménagement, en fait, qui est important. Lorsque c'est fait sans aménagement, ben, on va avoir plus les inconvénients que les avantages. Aujourd'hui, on parle beaucoup de zones de mouillage organisées. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est respecté d'ailleurs? Est-ce que la police sur l'eau est respectée? Est-ce qu'il y en a, d'après ce que tu en sais? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, effectivement, ces fameux sentiers balisés soient mieux utilisés par les plaisanciers? Parce que c'est ça qu'il faut faire en réalité, c'est ce que tu tout à fait. suggères. Les zones de mouillage organisées sont une bonne chose. Justement, on organise le mouillage. Au début, il y avait 3-4 personnes, ce n'était pas très grave. Maintenant, on parle dans 200, 400, 800. Là, ça pose un réel problème. Donc, en effet, il faut donc des zones de mouillage organisées. Pour ça, il faut donc des mouillages avec des bouées. Donc, ça se fait de plus en plus et c'est une très bonne chose. Donc, aux Anses d'Arlay, il y en a, à Grand'Anse, au Bourg. Je sais qu'il y a donc forcément au Marin aussi, qu'il y en a au Marin. Il y a un projet qui est fait sur Saint-Pierre. Donc, ce sont des choses intéressantes. Maintenant, le problème, c'est qu'en Martinique, on n'a pas l'habitude de payer. Donc ça a un coût de protéger l'écologie, parce qu'il faut savoir, ce qu'on oublie souvent, c'est que ne pas protéger notre écosystème a un coût aussi. On se rend compte après par nos maladies. Je ne vais pas aller sur la chlordécone, qui est un sujet brûlant, mais ne pas protéger nos écosystèmes font que ça va nous revenir ensuite. Donc ça va créer un problème. Donc là, il faut que les gens comprennent qu'il vaut mieux payer un petit peu maintenant pour ne pas avoir à payer et des fois très cher après. Donc, il y a des bouées. Le problème, c'est qu'il y a des plaisanciers la mer, c'est la nature, voilà, on arrive, on jette l'ancre, on reste une journée ou 6 mois et on s'en va. Mais non, parce qu'en fait, on vit, donc on consomme. Et moi qui plonge, j'ai encore plongé ce matin, j'ai trouvé un couteau à mastic, j'ai trouvé un cerclage, j'ai trouvé une serviette. J'étais dans 10 mètres, je regardais avec le CNRS la qualité des herbiers en fait, qu'il y a à Grand'Anse, aux Anses d'Arlay. Et on trouve tout ça parce qu'en fait, il y a des mouillages, même avec les mouillages organisés, il y a ça. Donc, il faut qu'il y ait donc, des mouillages organisés, que les gens acceptent de payer. Et après, il y a les déchets. Il y a tout un système qui va se mettre avec, parce que ces gens, ils ont des déchets, ils vont les mettre où? J'espère pas dans la mer, mais à ce moment-là, ils vont les mettre dans les poubelles, à terre. Alors, on sait que les citoyens payent une taxe, mais il faut qu'ils acceptent d'être citoyens, donc respectueux d'une société. Et à ce moment-là, donc participer et donc de payer ces taxes. Et comme ça, en fait, on vivra tous ensemble et pour le meilleur de chacun, de la vie prochaine. Ces activités sont aussi des activités qui créent d'emploi précisément. Toi, tu formes aussi des jeunes. Tu es intervenant dans un atelier chantier d'insertion. Et ce n'est pas si évident que ça, si je comprends bien. Non. Parce qu'il y a des problèmes parce qu'il faut payer, etc. C'est un peu long, les dossiers sont un petit peu longs. Alors qu'on parle de formation, finalement, sur des secteurs qui sont des secteurs d'avenir, non? Voilà, et là, on a déjà parlé de société. C'est important, nous sommes membres d'une société. Souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'on fait partie d'un groupe. Et si je ne fais pas ma part, ben, il va manquer quelque chose. Alors, quelle est ma part? C'est à moi de trouver quelle est ma part. Donc, moi, j'ai décidé de m'investir dans le social. Le social, souvent, les gens voient ça de façon négative, mais non. Non. L'insertion sociale, c'est s'insérer dans la société. Ce n'est pas forcément un SDF, mais c'est quelqu'un, ça peut être un jeune qui n'a pas trouvé sa voie, qui s'est rentré dans la société, tout simplement. Donc, moi, j'essaie de porter, avec ce que j'ai, j'essaie de donner les moyens. Pour ça, on a besoin d'aide, parce que ce n'est pas si facile. Donc, on monte des dossiers parce qu'il y a des termes qui sont super beaux, il y a il y a des dispositifs aussi. Des dispositifs, il y a de l'argent, il y a l'argent de l'État, il y a l'argent de l'Europe, il y a des fonds. Il y a le FSE, Fonds social européen, il y a pas mal d'aides.
Mais en fait, une fois qu'on s'y met, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, même pas de le faire c'est sûr. Mais une fois que c'est fait, c'est long. Et il faut attendre. Mais pendant ce temps-là, on a des jeunes qui sont en souffrance. Ce sont des jeunes qu'on veut insérer, donc qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire que si on ne les aide pas maintenant, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, ils ont besoin de notre aide urgente. Donc, il y a des gens qui jouent le jeu, des entreprises. Comme nous, aux Anses d'Arlay, on a décidé, on y va. On a pris 10 jeunes avec la MISOP, Association martiniquaise d'insertion sociale et professionnelle, avec POEM, Protection, Observation et Études du milieu marin, c'est une association. On a décidé donc de prendre des jeunes et donc de les emmener vers le scaphandrier, c'est-à-dire le plongeur qui va travailler sous l'eau avec très peu d'outils, mais qui pourra faire du travail qui pourra être rémunéré sous l'eau, et le monitorat de plongée, donc là, c'est celui qui va emmener le guide touristique, etc. Mais c'est un beau projet. On travaille en plus avec le CNRS, donc ça leur permet de rencontrer des scientifiques, des gens, des directeurs de recherche. Voilà, il y a 2 jours, j'ai fait intervenir un cardiologue. Il y a 2 mois, est intervenu un médecin hyperbare, responsable d'un caisson en Suisse. Donc, on leur permet d'avoir accès à des gens auxquels ils n'auraient pas accès, en fait. Et tout ça, on nous a validé nos dossiers. Ça va se faire, mais voilà, au bout d'un an, il n'y a toujours rien. Donc là, les entreprises, elles sont un peu prises à la gorge. Et je me dis, donc nous, ça nous embête, mais en fait, je parle de façon plus générale au niveau du social. Mais je veux dire, tous ceux qui essayent, donc pas de s'en sortir, mais d'aider d'autres à s'en sortir dans le social, ils ont de grosses difficultés. Je trouve que c'est pas normal. Il faut que ça aille plus vite. Il faut que ça aille plus vite. Bien sûr, on met des dispositifs en place, mais qui fonctionnent au ralenti. Et on les crée, ces dispositifs, parce qu'il y a urgence. Donc, il y a un problème. Le mot de la fin, François, ce serait quoi? J'aurais envie que tout le monde trouve sa place dans la société, que les plaisanciers soient les bienvenus, que tous les utilisateurs de la mer puissent vivre en fait en parfaite harmonie. Et là, si on suit les règles, je pense qu'on va y arriver. Merci François. Jacques Arria. Merci Barbara.